Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Puis-je manger tes restes? L'histoire vraie d'une question qui a changé deux destins. C'était un après-midi d'hiver glacial à Manhattan. Le ciel, lourd et bas, étouffait la ville d'un gris uniforme. Un vent coupant descendait les artères de la 5e avenue, s'infiltrant sous les manteaux, sifflant entre les taxis jaunes qui slalomaient entre les passants. Les pneus crissaient sur le bitume verglacé, éclaboussant les piétons de boue fondue mêlée de sel. Les trottoirs, vernis d'une fine pellicule de glace, faisaient trébucher les moins attentifs, tandis que les plus pressés détournaient les yeux des visages tendus par le froid. Les vitrines, elles, offraient un contraste presque cruel, des lumières dorées, des décorations de fête, des mannequins rhabillés de velours, de bijoux et de promesses. Derrière ces vitres embuées, des parfums de truffes, de chocolat chaud, de luxe, autant d'arômes qui n'appartenaient pas au monde extérieur. À travers ce verre brillant, on percevait un univers où l'hiver ne mordait pas, où le confort était une évidence. Devant l'une de ces vitrines, celle du restaurant Le Savarin, un des établissements les plus huppés de Manhattan, une jeune fille se tenait immobile. Ses bras étaient croisés, enserrant un petit sac plastique jauni, usé jusqu'à la corde. Elle portait un manteau trop grand, effiloché aux manches, dont la fermeture éclair pendait, cassée. Deux chaussures dépareillées, l'une de sport, l'autre une vieille botte trouée, couvraient ses pieds gonflés de froid. Ses orteils étaient sans doute bleuis, peut-être engourdis au point de ne plus répondre. Elle s'appelait Sierra Morgan, et elle avait 14 ans. Sous ses vêtements usés, son corps amaigri tremblait par saccades. Pas seulement à cause du froid, mais à cause de la fatigue, de la faim, et de cette tension permanente qu'on ressent quand on vit dans la rue, la peur d'être chassé, la peur d'être vu, la peur d'être invisible. Orpheline depuis la mort de sa mère d'une overdose, Sierra avait appris à survivre seule. Son père? Disparu depuis des années. Elle avait essayé un centre pour mineurs, puis un foyer, puis un autre. Mais l'odeur, les cris, les coups parfois. Elle avait préféré fuir. Mieux valait la rue que les couloirs étroits où l'on apprend vite à se taire et à encaisser. Depuis 8 mois, elle dormait là où elle pouvait, dans des cages d'escalier d'immeubles abandonnés, sous des cartons dans des parkings souterrains, ou parfois dans le couloir d'une station de métro, quand la sécurité fermait les yeux. Elle connaissait les horaires des épiceries qui jetaient leurs invendus, les coins où les chiens de la rue étaient plus gentils que les hommes. La faim, elle ne la ressentait plus vraiment. Pas comme avant. Elle avait dépassé ce stade. Son estomac ne criait plus. Il s'était tu, comme résigné. Ce n'était plus une douleur, mais une absence. Une sensation creuse. Un vide constant qu'elle portait sans plainte. Seuls ses yeux parlaient encore. Il scrutait l'intérieur du restaurant comme on regarde une scène de rêve depuis le bord d'un précipice. Là-dedans, des hommes en costume et des femmes en robe buvaient du vin rouge dans des verres de cristal. Des couples riaient doucement. Des serveurs élégants glissaient silencieusement entre les tables, portant des assiettes décorées comme des œuvres d'art. Une musique de piano s'échappait faiblement à travers les murs, comme une berceuse pour riches. Sierra n'enviait même pas. Elle observait, c'est tout. Comme on regarde un autre monde. Elle savait très bien que ces gens-là ne voyaient pas ceux comme elle. Ou, s'ils les voyaient, c'était comme une tâche à effacer. Mais ce jour-là, elle n'était pas venue pour être vue. Elle avait faim. À une table centrale, légèrement en retrait du reste de la salle, un homme d'apparence austère dégustait seul un plat raffiné posé devant lui. La lumière tamisée des lustres de cristal faisait briller les reflets argentés de sa cravate de soie. Il portait un costume gris anthracite sur mesure, taillé par un tailleur italien que peu de gens connaissaient, mais que les élites new-yorkaises s'arrachaient. Sa montre en platine scintillait subtilement à son poignet gauche, un modèle unique, fabriqué à la main en Suisse, sans logo apparent. L'assiette devant lui, un filet de wagyu sur lit de mousse de céleri truffée, valait près de $150. Il en avait à peine mangé quelques bouchées. Son attention n'était pas dans son assiette, ni même dans l'ambiance feutrée du restaurant. Il fixait distraitement l'écran de son téléphone, où défilaient des chiffres, des courbes boursières, des notifications de Bloomberg et de CNBC. Matthew Hargrove, 46 ans, fondateur et PDG de Hargrove Capital,
était l'un des titans de Wall Street. Une légende du capital investissement, surnommé par certains, l'architecte de la rupture. Sa spécialité, racheter des entreprises moribondes, licencier à la hache, restructurer à coups de millions et en ressortir avec des profits astronomiques. Il avait une réputation, impitoyable, froid, incapable de compromis. Un homme pour qui les émotions étaient des distractions, et la pitié une faiblesse stratégique. Mais ce que peu de gens savaient, c'est que Matthew n'était pas né dans le marbre. Il avait grandi dans un mobil-home délabré, dans un coin oublié de l'Ohio. Sa mère, caissière, travaillait de nuit. Son père, alcoolique, avait disparu quand il avait 11 ans. Il avait passé son adolescence à vendre des journaux le matin et à empiler des caisses dans une supérette le soir. Il n'avait jamais eu de jouets neufs. Pas de Noël avec sapin. Pas de vacances. Et pourtant, il avait tenu. Il avait étudié avec rage. Intégré une université grâce à une bourse. Travaillé 3 fois plus que les autres. Puis, à New York, il avait tout conquis. Mais en échange, il avait fermé la porte à son passé. Pour lui, la réussite était une guerre, et ceux qui échouaient étaient simplement tombés sans se relever. Il n'avait aucune compassion pour ceux qui demandaient de l'aide. Il n'était jamais retourné dans son quartier natal, et n'avait plus de nouvelles de personne. C'était sa fierté, être sorti de la misère par la seule force de sa volonté. Il ne tolérait pas les faiblesses. Ni chez les autres. Ni en lui. Alors, lorsque le serveur s'approcha discrètement de sa table avec un ton hésitant, Matthew releva à peine les yeux. « Excusez-moi, monsieur Hargrove. »« Oui, » répondit-il, sans quitter son écran. « Il y a une jeune fille. Dehors. Elle vous regarde depuis un moment. » Matthew arqua un sourcil, l'air distrait. Et le serveur déglutit. Elle n'a rien demandé. Rien, sauf, si elle pouvait manger vos restes. Un silence glacial s'installa. Lentement, Matthew releva les yeux. Le serveur hésita à poursuivre. Elle ne voulait pas déranger. Elle m'a dit. Dis-lui que je ne veux pas de l'argent. Juste, les restes. Elle semble très jeune. Et je l'ai. Matthew ne répondit pas tout de suite. Il posa lentement son téléphone, comme si les mots venaient de le faire sortir d'un rêve abstrait, celui des chiffres, des algorithmes, des profits. Il inspira doucement, sans expression. Mais, reste ? Oui, monsieur. Une sorte d'agacement, à peine perceptible, traversa son regard. Il n'aimait pas les interruptions. Et encore moins les intrusions du réel, celui qu'il avait passé sa vie à fuir. Mais une part de lui infime, lointaine, oubliée, fut piquée au vif. Peut-être parce qu'il savait ce que c'était que d'avoir faim. Ou peut-être parce qu'on ne lui avait jamais demandé ça ainsi. Sans dire un mot, il tourna la tête vers la grande baille vitrée, légèrement embuée par la chaleur intérieure. Et là, leurs regards se croisèrent. Elle était là, derrière le verre. Sierra Morgan. Petite silhouette frêle, les joues rougies par le froid, les bras serrés contre elle. Elle ne pleurait pas. Elle ne suppliait pas. Elle ne semblait ni honteuse, ni agressive. Elle ne quémandait pas. Elle regardait. Avec force. Avec dignité. Avec cette intensité calme qu'ont parfois ceux qui n'attendent plus rien de personne. Matthew soutint ce regard 1 seconde, 2 secondes, et quelque chose en lui, un vestige d'humanité enfoui sous des années de cynisme, se fissura. Il se leva lentement, remit sa serviette sur la table, puis s'adressa au serveur d'un ton neutre mais ferme. Dites au chef de rester ouvert. Le serveur, surpris, hocha la tête. Je vais la faire entrer. Les conversations, d'ordinaire feutrées et mondaines, se figèrent comme figées dans la glace quand Matthew Hargrove franchit à nouveau le seuil de la salle principale du Savarin. Mais cette fois, il n'était pas seul. Derrière lui marchait une silhouette fragile, recroquevillée dans un manteau râpé qui pendait sur ses épaules comme une couverture d'ambulance. Sierra Morgan, pieds nus dans ses chaussures dépareillées, avançait lentement, comme si elle traversait un rêve. Ses pas étaient hésitants, comme si chaque carreau de marbre brillant la jugeait. L'intérieur chaud du restaurant, baigné d'or et de parfums délicats, contrastait violemment avec la crasse qui collait à sa peau et à ses vêtements.
Un silence étrange s'installa dans la salle. Les fourchettes s'arrêtèrent à mi-parcours, suspendues entre bouche et assiette. Des regards latéraux se croisèrent. Certains clients détournèrent les yeux, gênés. D'autres chuchotèrent derrière leurs serviettes, entre agacement et indignation. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ils la laissent entrer dans un endroit comme ça? C'est une blague? Le maître d'hôtel, un homme élégant à la moustache fine et au costume parfaitement ajusté, s'avança instinctivement pour barrer le chemin. Mais Matthew, sans lever la voix, le coupa net. Elle dîne avec moi. Un simple regard du milliardaire suffit à faire taire toute tentative de protestation. Un serveur hésita, les mains crispées sur un plateau de champagne. Le chef, en coulisses, fut prévenu par l'oreillette du personnel de salle. L'ambiance changea. La présence de Sierra agissait comme un miroir, projetant dans cette salle de privilégiés quelque chose qu'il faisait tout pour oublier, la misère, la douleur, le réel. Matthew s'assit, impassible, comme s'il venait de faire une chose parfaitement naturelle. Il invita la jeune fille à prendre place en face de lui, à sa propre table, celle que la direction réservait habituellement à des diplomates, des stars, des hommes d'affaires venus du Moyen-Orient ou de Zurich. Sierra, intimidée, resta debout une seconde. Ses yeux étaient baissés, mais elle perçut que le regard de Matthew n'était pas moqueur. Il n'était pas non plus chaleureux, mais il était humain. Et c'était déjà immense. Elle s'assit lentement. Son dos touchait à peine le dossier. Ses mains tremblaient, non seulement du froid, mais de l'effort de retenir son trouble, son envie de disparaître, sa peur d'être renvoyé d'un mot. Matthew s'adressa alors au serveur. « Servez-lui ce que vous avez de plus chaud, le plus vite possible. Et un chocolat. Avec de la crème fouettée. » Le serveur acquiesça, visiblement déboussolé. Puis il fila. Sierra n'osait toujours pas parler. Elle gardait les yeux fixés sur la nappe blanche, trop blanche. Elle n'osait même pas toucher au verre d'eau posé devant elle. Ses doigts étaient sales. Son cœur battait trop fort. Elle se demandait si tout cela était réel ou si elle allait bientôt se réveiller dans l'arrière-cour d'un immeuble. Quelques minutes plus tard, un plateau arriva. « Voilà, monsieur. » Une soupe brûlante, pain grillé au beurre d'herbe, suprême de volaille, purée de céleri. Et le chocolat. Sierra sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. Elle joignit ses mains un instant, comme pour remercier intérieurement, puis commença à manger lentement, avec une maîtrise surprenante. Chaque bouchée était une bénédiction, mais elle ne se jeta pas sur la nourriture. Non. Elle connaissait la faim, mais elle connaissait encore mieux la peur de perdre ce qu'on vous donne. Manger vite, c'était risquer de tout gâcher, d'avoir mal au ventre, de paraître animal, et d'être rejeté aussitôt. Matthew l'observait. Et pour la première fois depuis des années, il ne regardait pas un écran. Il ne pensait pas à une fusion, à une acquisition, à une courbe de rendement. Il regardait une enfant manger. Il y avait quelque chose dans ses gestes, dans son calme, dans sa retenue, une dignité désarmante. Pas de plainte. Pas de théâtre. Juste une présence. Juste une vie qui tenait bon. Il ne comprenait pas ce qu'il ressentait. Il se sentait bizarrement, mal à l'aise. Pas parce qu'elle était sale ou pauvre. Mais parce qu'elle réveillait en lui quelque chose de profondément enfoui. Un souvenir. Une nuit froide. Lui, petit garçon, assis devant une assiette vide, pendant que sa mère pleurait dans la salle de bain. Il secoua doucement la tête, comme pour chasser ce fantôme. Et alors, il brisa le silence. Sa voix était plus douce que d'habitude, presque prudente. « Où sont tes parents ?» demanda Matthew, la voix plus basse, presque étranglée par une émotion qu'il ne s'expliquait pas. La jeune fille leva légèrement les épaules, comme si la réponse pesait trop lourd pour être dite à voix haute. « Morte. » Un silence. « Mon père, je sais pas. Il est jamais revenu. » Elle n'avait pas besoin de s'étendre. Ce « jamais revenu » était un gouffre. L'abandon n'a pas besoin de longs discours. Il laisse des creux sous les yeux et dans le cœur. Matthew pinça légèrement les lèvres. Il regarda son verre à moitié plein. Il aurait pu dire quelque chose de poli ou détourner la conversation, mais il insista. « Tu dors où ? » « Ça dépend. »
Elle prit une bouchée de pain, presque machinalement. J'essaie de pas rester au même endroit. Parfois dans une laverie. Une fois dans une salle de cinéma avant qu'ils me virent. Parfois derrière un centre de yoga. Il y a des grilles chaudes. Matthew resta figé. Lui qui possédait des immeubles entiers chauffés à vide pour des investisseurs absents, il découvrait que cet enfant traquait des grilles d'aération pour ne pas geler. « Tu vas à l'école ?» Il savait déjà la réponse, mais il devait l'entendre. J'y allais. Mais j'ai pas pu continuer. J'avais plus d'habits, plus d'adresse. J'avais peur qu'on me prenne. Tu veux continuer ? Elle leva enfin les yeux. Ils étaient sombres mais intenses. Et ce qu'il y vit, ce n'était pas de la plainte. Pas une demande. C'était un vœu, un feu. Je veux apprendre. Une pause. Pour que ma vie reste pas comme ça. Cette phrase. Simple. Mais coupante. Elle se ficha dans la poitrine de Matthew comme une flèche. Il s'était toujours dit que les pauvres se complaisaient dans leur sort. Mais cette fille, elle portait dans ses yeux une résolution que même ses analystes les plus brillants n'avaient pas. Un long silence s'installa. Dans la salle, on n'entendait plus que le cliquetis des couverts, les murmures feutrés des autres clients qui les regardaient du coin de l'œil. Matthew reposa sa serviette. Il demanda l'addition, sans un mot de plus. Quand le serveur s'éloigna, Matthew la fixa. Sierra, confuse, pensait que c'était fini. Qu'elle allait être reconduite à la porte, ou peut-être qu'on lui donnerait quelques billets. C'était déjà beaucoup. Mais au lieu de ça, la voix de Matthew changea. Elle perdit sa sécheresse. Il dit doucement, presque avec pudeur. « Viens. » Elle le regarda, les sourcils froncés. « Tu vas dormir à l'hôtel ce soir. J'ai une suite vide. Chauffée. Tu seras seule. Personne ne t'embêtera. » Sierra ne bougea pas tout de suite. Méfiance naturelle. Elle avait vu trop de visages mentir, trop de promesses sans lendemain. Mais il y avait dans les yeux de cet homme une gravité étrange. Pas de pitié. Pas de jeu. Juste une certitude froide, ce soir, tu dors au chaud. Elle hocha lentement la tête. Alors, pour la première fois depuis des années, Sierra suivit un adulte sans crainte. Et Matthew, pour la première fois depuis des décennies, ouvrit une porte sans penser à ce que cela lui coûterait. Ce soir-là, Sierra dormit dans un lit immense, à la douceur irréelle. Drap blanc, coussin moelleux, chaleur douce qui caressait sa peau engourdie. Elle resta longtemps allongée sans bouger, comme si elle avait peur de déranger ce rêve trop beau pour durer. Puis, lentement, elle se laissa aller. Elle serra un oreiller contre elle comme si c'était un doudou perdu depuis l'enfance. Et pour la première fois depuis des années, elle pleura. Pas de froid, ni de peur. Mais de soulagement. Ses larmes silencieuses ruisselèrent sur ses joues alors qu'elle s'endormait, bercée par une sensation oubliée, la sécurité. Au petit matin, la lumière tamisée filtrait à travers les rideaux épais. Sierra se leva doucement, les pieds encore hésitants sur la moquette épaisse. Un plateau l'attendait sur la table basse, jus d'orange frais, toast beurré, œufs brouillés, fruits coupés. Elle n'osait pas y toucher. Quand Matthew entra, vêtu d'un costume sobre, il sourit légèrement en la voyant éveillée. Mais il n'était pas seul. Dans le salon de la suite, attendait un avocat au visage rassurant, et une assistante sociale d'une 50aine d'années, au regard doux mais vigilant. Matthew les avait contactés dès l'aube. Il avait passé une partie de la nuit à faire des appels, mobilisant ses contacts les plus fiables, ceux en qui il avait confiance, une chose rare pour cet homme qui avait bâti sa fortune en se méfiant de tous. La rencontre fut prudente. Sierra, méfiante, répondit doucement aux questions. Elle observait tout. Mais petit à petit, elle comprit que cette fois, personne ne voulait lui faire du mal. En quelques jours, et après plusieurs vérifications de la part des services sociaux, une mesure exceptionnelle fut prise, Sierra fut placée sous la tutelle temporaire de Matthew Hargrove, un homme qu'aucun d'eux n'aurait imaginé voir ouvrir son cœur. Mais il l'avait fait avec une détermination calme, presque troublante. Il engagea une éducatrice privée, spécialisée dans la réintégration scolaire des enfants en rupture. Une femme chaleureuse, passionnée de littérature,
qui traita Sierra non comme une élève cassée, mais comme une perle qu'on polit lentement. Puis il contacta un thérapeute réputé, discret, habitué à accompagner les jeunes ayant subi des traumatismes. Sierra y alla une fois, puis deux, puis chaque semaine, sans qu'on ne l'y oblige. Matthew ouvrit également un compte épargne à son nom. Il y versa une somme conséquente, non pour l'acheter, mais parce qu'il voulait qu'elle ait quelque chose à elle, un filet de sécurité que lui-même n'avait jamais eu dans son enfance. Ce qui devait être temporaire, devint vite une évidence. 3 mois plus tard, un matin de printemps, dans un bureau feutré du Family Court de New York, Matthew signa les papiers de l'adoption. Sierra aussi, dans un mélange d'émotion et d'incrédulité. Son nom changea. Elle s'appelait désormais Sierra Morgan Hargrove. Mais au-delà du nom, elle avait trouvé un foyer. Et lui, une raison. Car Matthew changea. L'homme d'affaires impitoyable, solitaire, parfois froid, commença à sourire plus souvent. Il rentrait plus tôt. Il se mettait à table avec elle. Il l'écoutait parler de ses lectures, de ses rêves, de ses cauchemars aussi. Elle l'interrogeait sans crainte sur sa vie, sur son passé, sur ce qu'il voulait vraiment. Et il répondait. Pas comme à ses actionnaires, mais avec sincérité. À travers elle, il découvrait une tendresse qu'il pensait absente de sa nature. Il la voyait se reconstruire, et dans cette reconstruction, il se réparait lui aussi. Sierra ne comblait pas un vide, elle révélait ce que Matthew avait toujours étouffé, sa capacité d'aimer. Elle devint sa lumière. Et lui, devint ce qu'aucun homme n'avait jamais été pour elle, un repère, un pilier, une famille. 10 ans plus tard, le plafond de la grande salle du Brooklyn Conservatory Hall brillait de 1000 feux. Des lustres de cristal suspendus diffusaient une lumière chaude sur les tables nappées de blanc, où se pressaient des personnalités du monde juridique, politique et associatif. C'était un gala de bienfaisance en faveur des jeunes sans-abri, une soirée où se croisaient élégance et engagement, discours émouvants et levées de fonds silencieuses. Sur la scène, les projecteurs s'allumèrent doucement, baignant la tribune dans une lumière tamisée. Une jeune femme de 24 ans s'y avança d'un pas assuré. Sa robe bleu nuit, simple et élégante, contrastait avec la puissance tranquille qui émanait d'elle. Ses cheveux, soigneusement lissés, retombaient sur ses épaules comme une déclaration de calme après la tempête. Elle portait un badge sobre, Sierra Monsieur Hargrove juriste, avocate des droits de l'enfance. Un murmure respectueux parcourut la salle. Beaucoup connaissaient son nom, peu connaissaient son histoire. Elle prit une grande inspiration, puis s'approcha du micro. « Bonsoir », dit-elle d'une voix claire, légèrement tremblante au début, mais pleine de conviction. « Je m'appelle Sierra. » Un silence s'installa. On l'écoutait. J'ai vécu dans la rue pendant plusieurs mois. J'ai dormi sous des ponts, dans des cages d'escalier, dans des stations de métro abandonnées. J'ai connu la peur. La faim. L'indifférence. Elle marqua une pause, balayant la salle du regard. Et un jour, j'ai osé faire ce que personne n'ose. J'ai demandé à un inconnu si je pouvais manger ses restes. C'était dans un restaurant, un soir de pluie, et j'étais invisible pour le monde. Mais lui, il m'a vu. Ses yeux se voilèrent brièvement d'émotion. Ce que j'ai reçu ce soir-là, ce n'était pas un simple repas. C'était une seconde chance. Une vraie. Il ne m'a pas simplement nourri. Il m'a écouté. Il m'a protégé. Il a cru en moi quand moi-même je n'y arrivais plus. Elle prit une inspiration plus profonde, puis reprit avec une force nouvelle. Aujourd'hui, je suis avocate. Je défends les droits des enfants et des adolescents sans famille, sans voix, sans toit. Parce que je sais ce que c'est d'être oublié. Et je me suis juré que plus jamais un enfant ne devrait supplier pour manger les restes d'un inconnu. Dans la salle, un homme assis au premier rang baissa la tête. C'était Matthew Hargrove. Ancien PDG redouté de Hargrove Global, magnate de l'investissement, souvent décrit par la presse comme impitoyable et froid. Mais ce soir, ses yeux étaient rouges. Une larme glissa sur sa joue, qu'il essuya discrètement du bout des doigts. Autour de lui, certains l'avaient reconnu. Il ne comprenait pas encore tout. Mais il, lui, savait. Il savait que cette jeune femme avait brisé en lui ce que ni les marchés, ni les échecs, ni les crises n'avaient réussi à ébranler,
sa solitude. Sierra leva les yeux vers lui un instant, juste un regard silencieux, mais rempli de gratitude et d'amour. Plus tard, alors que le gala touchait à sa fin, un journaliste s'approcha de Matthew, encore ému, et lui posa cette question banale qui, ce soir-là, prit une résonance immense. Monsieur Hargrove, qu'est-ce qui a tout changé pour vous? Matthew sourit, un sourire fatigué mais sincère. Il fixa un instant la grande scène vide, puis répondit d'une voix grave. Une gamine affamée. Et 7 mots qui ont pulvérisé ma tour d'ivoire. Puis-je manger tes restes, monsieur? Il se tut, le regard perdu dans ses souvenirs. Et dans ce silence, on comprit que ce n'était pas seulement l'histoire d'un homme riche et d'une enfant pauvre. C'était l'histoire d'un monde changé par un geste d'humanité.